La surprise, elle permet de nous adapter à des situations critiques. C'est la seule émotion qui peut être à la fois plaisante et déplaisante, agréable et désagréable. C'est l'émotion aussi la plus brève. Et ce qui est assez marrant, c'est que cette émotion... AVS avec Philippe Robichon. Alors AVS, tous les jours, ça veut dire à votre santé. Alors aujourd'hui, on va dire à votre surprise, mon invité, le docteur Christophe Hack. J'ai failli pas le dire. Bonjour Christophe, comment allez-vous ? Bonjour Philippe, super, chaque fois que je vous vois. Voilà, ça c'est une bonne surprise. Vous êtes professeur HDR à M Lyon. Alors HDR, c'est le plus haut grade. Hein. Ouais, c'est le terminus de la fac. C'est après, on éteint la lumière et tout le monde doit sortir de l'enceinte. Donc à M Lyon Business School, vous êtes chercheur en psychologie sociale. Votre spécialité à vous, ce sont les émotions dont vous explorez l'univers infini avec passion, mais aussi méticulosité, écrivez-vous. Et depuis plus de 15 ans, vous êtes le spécialiste français de cette forme d'intelligence qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, ouais. Et vous contribuez à infuser cette idée dans la société française. Surtout qui en ce prend moment. Du temps, mais quand on regarde d'où vous partez, maintenant tout le monde parle d'intelligence émotionnelle. Ouais, c'est un travail de fond, c'est un marathon, mais quand on voit ce qu'on vit actuellement, avec cette crise qui est autant économique que psychologique, il y a une situation qui est quand même, ça bulle émotionnellement, les gens n'ont pas forcément les outils pour réguler leurs angoisses, leur stress, etc. Donc moi je pense qu'il faut maintenant être dans le concret. Donc mes livres, les outils que je développe de manière scientifique sont là pour aider concrètement les gens. Moi il y a une dimension pragmatique, je viens d'un petit village au fin fond de l'Alsace, une famille qui était dans le milieu agricole, j'ai ce côté très terrain. Donc maintenant c'est comment on peut concrètement, une fois qu'on a sensibilisé les individus sur l'importance des émotions, comment on peut les aider dans leur quotidien. Il y a des exemples concrets dans votre livre. Alors, si vous vous demandez comment négocier avec vos enfants, on verra tout à l'heure. C'est un de vos objectifs, hein, c'est de rendre les découvertes scientifiques accessibles. Donc, vous êtes ce qu'on appelle un simplexologue, peut-être. Ouais, voilà, on peut dire ça, c'est joli. Ouais, mais en fait, mais pas un banalisateur. Et ça, non. Vous y tenez, parce que... Non, parce que alors, je travaille beaucoup avec des neuroscientifiques, je fais beaucoup d'études en psychologie sociale, etc. On utilise des modèles statistiques très complexes, mais à la fin, le conseil, lui, il doit être simple. Et moi, je suis un peu dans le courant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce paléontologue célèbre qui faisait des pages dans Le Monde, qui s'appelait Stephen Jay Gould. Il disait une chose, moi, qui m'a toujours marqué, il disait « La vie préfère souvent la simplicité à la complexité ». Et je crois que les choses les plus simples sont les plus élémentaires pour le genre humain. Quand j'écris un bouquin, quand je donne une conf, quand je passe à la télé, la radio, etc., souvent j'ai mes petites fiches, etc. Et je m'entraîne un petit peu avec ma fille, qui aujourd'hui a 11 ans, et je lui dis est-ce que tu comprends ce que je raconte ? Et s'il y a un point qu'elle ne comprend pas, je réécris. Parce que je suis intimement convaincu que, à force de vouloir tout complexifier, au nom d'un esthétisme dans le langage, dans la modélisation, etc., on se perd. Et souvent, moi, j'ai rencontré des gens qui ont écrit des best-sellers, qui sont des chercheurs dans certains domaines, et quand je leur dis, tu peux me pitcher ton bouquin ? Ils me le pitchent, et je leur dis, écoute, j'ai pas tout compris. Ils font plusieurs versions de leur pitch, et à la 10e version, ils me disent, écoute, en fait, je crois que ce que j'écris et ce que je raconte dans mes cours, en fait, je le comprends pas moi-même. Je dis, ok, bon, bah allez, viens, on va... Ouais, mais si c'est complexe, boire un coup ça a l'air intelligent. Ouais, voilà, ça a l'air, mais c'est pas forcément la réalité, c'est pas forcément la vérité de la vie. Donc, simplicité. Je prends cet exemple parce qu'un jour vous êtes piqué par un article de Télérama qui vous accuse de banalité. Ouais, alors moi je l'ai pris comme un compliment. Ouais, après vous dites oui, mais ça c'est parce que vous êtes un optimiste. Vous travaillez sur les émotions. Non, parce que vraiment, mais au-delà de ça, j'ai vraiment pris, parce que l'article n'était pas trop corrosif. Simplement, la journaliste disait, mais en fait, ce que vous racontez, c'est simple en fait. Et moi je l'entends, oui c'est simple comme de l'eau de roche. Et je me dis, bah oui, les gens ils comprennent ce qu'on raconte. Et si vous voulez donner des conseils aux personnes et que les personnes l'appliquent dans leur quotidien, il faut que ce soit digeste. Il ne faut pas rentrer dans un truc matriciel, un machin avec je sais pas combien de concepts dans le concept. On les perd. Donc moi mon travail c'est effectivement non seulement essayer de faire de la recherche de bon niveau, mais en plus derrière se dire de tout ça, il y a des outils concrets qui peuvent être produits pour aider les gens. Bien, des outils, vous avez contribué à en élaborer quelques-uns. Vous êtes le co-auteur d'un test
Alors QE Pro, coefficient émotionnel. Donc comme le QI est la mesure de l'intelligence analytique, le QE, quotient émotionnel, c'est la mesure métrique de l'intelligence émotionnelle. Et il se trouve que très récemment, c'est tout chaud, ça sort du micro-ondes, on vient de publier un papier de validation d'un test d'intelligence émotionnelle pour tout le monde. Parce que le QE Pro, lui, il est spécifiquement dédié aux dirigeants, aux managers, parce qu'on on voulait un peu aller dans le monde de l'entreprise. Et le QEG, G pour généraliste, lui, il s'adresse à toute personne âgée de 18 ans et plus. Et c'est cool parce qu'on met à peine 25 minutes à le passer. Et quand vous passez ce test-là qui est fiable, c'est un test dit de performance. C'est-à-dire, à un moment, il y a des réponses, il y a des logiques émotionnelles. Soit vous comprenez ces logiques, soit vous ne les comprenez pas. Et en 25 minutes, eh bien, vous avez à la fin un profil émotionnel qui est dressé de vous. Vous avez 11 scores, vous avez une espèce de photographie vous concernant votre rapport avec les émotions, et vous pouvez partir de cette photographie pour renforcer tel ou tel type de dimension. Parce que l'intelligence émotionnelle, c'est extraordinaire. Ça a tout un tas de bénéfices quand on est dans ce registre-là. On sait que quand vous développez votre intelligence émotionnelle, vous gérez mieux votre stress, vous prenez de meilleures décisions, notamment dans des situations complexes à enjeu, vous augmentez de la qualité de la relation à l'autre, vous avez moins de mots MAX, de tête, de ventre, de dos, vous êtes moins toxique, vous avez une satisfaction de vie qui est supérieure, vous êtes moins addict à l'alcool, à des drogues dures, vous avez une employabilité, pour tous ceux qui cherchent un boulot, plus forte que la moyenne, et vous êtes moins toxique pour autrui. En ce moment, c'est important parce que à l'heure de l'intelligence artificielle qui va peut-être remplacer certaines tâches, c'est important de pouvoir occuper d'autres tâches que la machine ne pourra pas remplacer. Et ça, c'est intéressant parce que l'essor de l'IA, de l'intelligence artificielle, il y a des études qui montrent, notamment des sondages d'IBM, il y avait le forum de Davos, etc., qui montrent que quel est le top 3 des compétences à acquérir pour l'être humain face à cet essor-là de l'IA? Flexibilité mentale, aisance analytique et intelligence émotionnelle. Donc dans le triptyque des compétences clés à acquérir aujourd'hui et demain, dans un futur proche, face à l'IA, face à la redéfinition de la société par l'IA, il y a l'intelligence émotionnelle. Bon, alors, si vous voulez passer le test, attention, c'est payant, je vous le dis. Ouais. Alors c'est normal parce que tous les tests sérieux, je le dis maintenant, tous les tests sérieux en psychométrie sont payants, parce que s'il était rendu gratuit, accessible à tous, on aurait un phénomène assez étrange qui serait le suivant, c'est que par exemple les parents entraîneraient leur gamin à la bonne réponse. Et donc nous, en tant que chercheurs... Parce que tu peux le repasser autant de fois que tu veux. Et c'est ça. Ouais. Et donc du coup, derrière, nous on mesurerait plus une capacité mentale, on mesurerait un apprentissage, donc on parle plus d'intelligence. Donc je le dis pour tous ceux qui vont faire le test après l'émission, c'est pas de la pub qu'on fait. Le test existe, mais voilà, il faut le payer. Et puis, alors vous aussi, pour bien vous comprendre, mais ça on en a déjà parlé, vous croyez en la tératologie. Pourquoi ? Moi j'aime bien étudier la nuit pour comprendre le jour. J'aime bien étudier les monstres pour comprendre le genre humain. J'aime bien étudier les situations extrêmes pour comprendre finalement notre quotidien. Et c'est vrai, par exemple, je prends l'exemple du dernier bouquin sur la surprise. J'ai fait une rencontre assez extraordinaire à nouveau dans ce bouquin, et j'ai échangé pendant à peu près 1 an et demi avec Damien Echols et sa femme Laurie. Et il se trouve que Damien Echols, pour raconter rapidement son histoire... Qui est devenu... c'est le prétexte de votre livre d'ailleurs. C'est devenu, il est devenu la ligne verte, vous allez comprendre pourquoi. Mais Damien Echols, en 1993, il y a la police qui débarque chez lui, qui l'arrête et qui l'accuse avec un de ses meilleurs amis et une connaissance d'un triple homicide. Donc meurtre de 3 gamins de 8 ans. Et Damien Echols... donc il est surpris par ce qui lui arrive, et il se trouve qu'il a le look à l'époque du coupable idéal. On est dans les années 90, années 80-90, il y a une panique satanique aux États-Unis. Il y a des grands noms de la criminalité, des tueurs en série, Jeffrey Dahmer, etc., qui font la une des médias. Donc vous avez tous les États-Unis là qui ont peur en fait. Les parents américains ont peur que leur gamin se fasse enlever par ce type d'individu. Et donc lui, il a le look parce que il lit du Stephen King, il écoute du Metallica, il est habillé comme Neo dans Matrix et en plus il vient des quartiers pauvres. Bref, il a pas de quoi se défendre. Et donc il est accusé, et le 19 mars 1994, il est condamné à la peine capitale. Donc on l'envoie dans le couloir de la mort. Et ce qui est fou, je m'en suis rendu compte hier lors d'une interview,
c'est que ce 19 mars 1994, moi je fêtais mes 15 ans en Alsace. J'étais, il y avait c'est votre date anniversaire. Le 19 mars, on baignait dans le soleil. J'étais avec mes meilleurs amis. J'ai passé une journée mémorable. Et quand moi je vivais quelque chose de solaire, de lumineux, lui à ce moment-là, le sol se dérobait sous ses pieds, il vivait la crasse. Et il se retrouve dans le couloir de la mort. Et en 2003, il est envoyé dans une prison extrêmement dure où il verra même plus finalement le soleil. Il a plus de fenêtre, ouais. Le ciel, il est dans une pièce, dans une cellule où il fait 2 pas, il va d'un mur à l'autre. Et bon, bref, très compliqué. Sauf que, en 1996, HBO sort un doc, ils avaient filmé tout le procès, et ils disent, attends, c'est fou, c'est à charge, en fait, tout ce qu'il y a sur ce gamin-là. Il a 18 ans, quand il rentre dans le couloir de la mort. Il dit, c'est pas possible. Donc bref, il y a tout Hollywood qui se met à le soutenir. En 1999, il épouse sa femme Laurie, qui est absolument pas une détraquée. C'était une architecte qui bossait à New York avec des célébrités. En fait, elle rentre en empathie avec lui. Pas détraquée. Vous dites qu'ils se sont écrits 5000 lettres. Ouais, mais au début, quand même, c'est beaucoup 5000 lettres. Mais sur 18 ans. Voilà. Il y a ça à 18 ans, c'est beaucoup. Et en fait, il y a ce côté. Elle ressentait ce que lui ressentait. À son adolescence, elle avait des points communs avec lui, plein de choses comme ça. Et commence à lui écrire, mais de manière très amicale, parce qu'elle avait vu le doc d'HBO où ça l'avait vraiment cogné fort psychiquement. Donc elle voulait aider en fait ce gars au départ. Sauf qu'elle embrasse la lettre qu'elle lui envoie. Alors ça, voilà, il y a ce côté, mais il y a un truc, il y a un crush. C'est un crush particulier. Ils sont toujours ensemble, ils sont mariés, ils sont heureux. Moi, je les ai régulièrement par message. Et je vous assure que c'est un couple très surprenant et cohérent en fait. Il y a une cohérence dans ces situations absurdes qu'ils ont vécues. Et il se trouve qu'en 2011, il y a un espèce de texte de loi bizarre dans la législation américaine, un plaidoyer Alford, qui fait que, en gros, au vu des évidences apportées par les avocats de Damien Echols, à un moment on dit ok, il y a de fortes probabilités que le type soit quand même globalement innocent, mais vu que là-bas le procureur et le juge sont des élus, ne veulent pas perdre la face, donc ils le font signer ce papier qui en gros lui dit ok, assume que tu as passé 18 ans, tu vas pas nous poursuivre, on va pas te compenser. Tu reconnais que tu es coupable en fait. Et tu reconnais que tu es coupable aux yeux de la... Mais en même temps, on te libère sur le champ et tu peux aller clamer ton innocence à l'extérieur. Et fait extraordinaire, parce qu'on se rencontre aujourd'hui, Philippe, il y a quelques jours, la Cour suprême de l'Arkansas a dit ok, donc quasi 15 ans après sa libération, à dire ok, là il y a tellement d'évidence, notamment sur des prélèvements ADN, on réouvre le dossier, ce cold case, et maintenant on veut vraiment trouver le meurtrier. Et juste, qu'est-ce que nous apprend Damien Echols, entre autres, je le prononce à l'américaine, Damien. Non mais allez-y. Mais Damien Echols, il dit la chose suivante, en tout cas c'est ce qu'il porte en lui, c'est que le fait d'apprivoiser ses émotions, et notamment la surprise, eh bien ça fait que la crasse, le toxique, l'insoutenable ne vous brise pas. Et Damien Echols, aujourd'hui, moi je le compare comme tous les individus QE++, avec un quotient émotionnel élevé, parce qu'il a lu plus de 2000 bouquins sur le sujet, etc. Je les compare à des tardigrades. Vous savez, cette créature là de moins d'1 millimètre, alors c'est pas très glorieux visuellement, mais qui est capable de résister à des températures élevées et basses, à tout un tas de conditions extrêmes, lui, il est comme le tardigrade, il est devenu extrémophile. Grâce à son intelligence émotionnelle, il est capable de se tirer de plein de situations où ça bulle émotionnellement fort et qui sont très compliquées. Et aujourd'hui, il fait des conférences sur le développement personnel. Et il écrit des livres, notamment certains qui sont devenus des best-sellers classés dans le top 50 du New York Times. Avec Christophe Hack, qui est notre invité aujourd'hui à l'occasion de la sortie de son nouveau livre, s'appelle Le pouvoir de la surprise, même mauvaise, chez Albin Michel. Vous tournez autour de la question de l'intelligence émotionnelle et vous l'abordez cette fois-ci sous l'angle de la surprise. Qu'est-ce qu'on fait à quelqu'un qui a le hoquet ? On lui fait bouh, on lui fait peur et on espère que derrière ça enlève que le hoquet disparaisse. La surprise, elle a la même propriété, c'est-à-dire que quand on est surpris dans la vie, ça enlève nos hicks de la vie. La surprise, elle permet de nous tirer de plein de situations, de nous adapter à des situations critiques. Parce que ce qui est intéressant avec cette émotion, on parle d'une émotion. Alors c'est une émotion. Déjà, tout le monde ne sait pas que la surprise est une émotion. Voilà. Et pourtant, vous dites que ça fait partie des 7 émotions de base. Ouais. Donc elle est comme la colère, la tristesse, la joie. Elle fait partie de cette bande-là, sauf que c'est la seule émotion qui peut être à la fois plaisante
et déplaisante, agréable et désagréable. Parce que la colère, plutôt désagréable, la joie, agréable. Elle est un peu les deux. C'est l'émotion aussi la plus brève du lot. Et ce qui est assez marrant, c'est que cette émotion, elle s'invite rarement dans votre cerveau seule. Elle est pas célibataire, elle est souvent accompagnée, elle emmène dans son sillage, elle embarque dans son sillage d'autres émotions. Et ces émotions-là, parce que les émotions, c'est des informateurs, c'est des panneaux signalétiques qui vous disent « Attends, il va se passer un truc », c'est comme un panneau signalétique avant un virage dangereux, « Attends, il va se passer quelque chose dans un futur proche ». Et quelque chose qui peut avoir un impact sur notre niveau de bien-être, le niveau du bien-être des gens autour de nous, etc. Et donc, parce qu'elle vient accompagner dans notre tête, avec d'autres émotions, eh bien, ça va venir affiner le grain de l'analyse de la situation. Et ce qui est fou, c'est que l'émotion, elle nous permet vraiment de nous adapter, parce que derrière, elle va booster en fait notre envie de comprendre ce qui est en train de se tramer. Et c'est elle qui est vraiment, elle est l'essence dans le moteur de la soif de comprendre. Et ça, c'est intéressant parce que c'est elle qui nous permet d'évoluer. Edgar Morin, qui est un des parrains du bouquin, disait c'est l'étonnement, la surprise qui nous oblige à évoluer. Et 70% des Français que j'ai interrogés sont d'accord avec cette affirmation. Et c'est vrai, parce qu'il y a une anecdote dans le bouquin, moi je commence le livre avec ça, avec un certain Laurent. Et Laurent, je suis professeur à l'EM Lyon, et il se trouve qu'à un moment, je voulais aller dans mon bureau récupérer 2-3 documents, mais un passage éclair, 5 minutes, et là j'ai un type qui m'attend. Et le type est plutôt sympa, même si le faciès me fait penser à Rogozine, qui est un espèce d'ultra-nationaliste russe, donc qui a son sosie maléfique, son doppelganger, mais il a quand même une bonhomie, ce Laurent, et je vois, j'ai un truc sympathique, et il me parle. Je dis, je suis désolé, j'ai 5 minutes, je vous connais pas, faut qu'on prenne rendez-vous, j'ai pas le temps. Bon bref, 1 heure plus tard, j'ai pas vu le temps passer, le type était sympathique, il me dit, rendez-vous dans quelques jours. Alors qu'est-ce qu'il a utilisé comme moyen, justement, pour que ça dure pas 5 minutes et que ça dure 1 heure? Ah ben il était tout le temps, il me questionnait, et des questions surprises en fait. Je disais, tiens, là j'ai lu que vous avez fait, vous êtes intéressé là. Ah oui, vous travaillez un peu sur la tristesse. Mais le rôle positif de la tristesse, là, il allait m'interpeller sur des choses assez étonnantes. Je lui dis, tiens, ok, le gars a dû travailler un peu le dos, mais ça paraissait naturel dans la discussion. Fluide. Ouais. Et donc il me dit, rendez-vous dans quelques jours. Quelques jours plus tard, il revient, c'est un autre jour. Là, j'étais en train de donner un cours, je suis à la pause de mon cours, je le revois, je dis, c'est pas possible. Je dis, là, j'ai pas le temps, j'ai 5 minutes. J'ai le cours qui continue. Il fait non, mais je te donne juste rendez-vous en fin d'après-midi. Je t'attendrai sur le parking de ton école. Je sors, il est à peu près 17h30. Et là, je vois Laurent, ça adossé à une grande berline avec des vitres teintées. Et il dit, allez, on y va. Alors moi, j'étais suffisamment rassuré. Je lui dis, ok, le gars va sans doute pas me prélever un rein ou me kidnapper. Je sais pas, il y avait un truc. Et puis j'ai un côté un peu rock'n'roll aussi. C'était dans les années 70 quand on enlevait les gens. Non, il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Et donc, je rentre dans la voiture, et là, dans la voiture, il y a un gars, à l'arrière de la voiture, il me tend la main, il me fait « Bonjour Thierry ». Je dis « Bonjour Christophe ». Et je dis « Thierry, qu'est-ce qu'on fait là ?» Il dit « J'en sais foutre rien ». On fait 1h30 de route, on arrive dans un espèce de relais château. Et là, il y a des gens en costume cravate. Laurent nous amène dans une salle, il prend 2 feuilles qu'il place en chevalet, il met nos noms dessus, et là, il prend le micro, il rameute les troupes. Et là, il dit, donc là, je comprends que je suis face à des dirigeants, en fait. Et là, il prend le micro et il dit, bon, bah écoutez, on a la joie et la surprise d'avoir ce soir Christophe Hague qui vient nous donner une conférence sur l'intelligence émotionnelle et les nouvelles tech. Et vous avez Thierry Regon, je le cite là, un patron assez connu dans la région lyonnaise, qui va témoigner de sa pratique de dirigeant et de son rapport aux émotions. Et là, je dis, waouh, quand même, le gars, il m'a amené jusque-là. Comment il m'a hacké? Il m'a hacké le cerveau. Et il se trouve que donc, la conférence se passe très bien. Et tout. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça, spontané. Et à la fin de la conf, il y a le cocktail. Et là, il vient me voir et fait « T'as compris le métier que je fais ?» Et là, je le regarde, je dis « Je crois. » Et je lui dis « Bureau des légendes ?» Il fait « C'est ça. » Bon, bref. Donc, je ne vais pas donner son métier précis. Mais non, ça n'a pas d'intérêt. Alors là, non, ça n'a pas d'intérêt. C'est quoi son métier précis? Il n'est pas loin de ce que fait Mathieu Kassovitz dans le Bureau des légendes.
Il a fait ça dans sa vie. Il l'a fait, oui. Il le fait ah oui, il l'a fait. Non, il l'a fait. Il a vécu ces choses-là. Et donc, il se trouve... C'est comme ça qu'on n'a pas de quelqu'un, en fait. C'est comme ça qu'on n'a pas de quelqu'un avec qui on veut rentrer en contact, en fait. Voilà, et en fait, il ne faut pas suivre l'individu, il faut aller vers l'individu. C'est-à-dire, souvent, on se dit, tiens, il y a des gens qui vous suivent, il y a une filature, etc. Non, il ne faut pas être derrière la cible. Il faut aller à la rencontre de la cible, et là, ça paraît plus. Faut pas se cacher, c'est ça. Faut pas se cacher. Ouais. Et ce qui est fou, et c'est ça qui m'a donné envie d'écrire ce bouquin, c'est on rentre tard le soir, donc il raccompagne Thierry et moi à nos domiciles, super tard, dans la nuit. Et là, je me dis, j'ai une envie comme ça irrépressible de revoir le film de Fincher, The Game, avec Michael Douglas, un film que j'ai adoré, et qui montre la vie d'un gars qui est un chef d'entreprise, un magnat de la finance, mais qui déteste la surprise. Il exècre la surprise, il veut une routine, il veut tout standardiser, tout anticiper, tout mettre sous algorithme, mais il a une vie sociale pauvre, sa femme l'a quitté, il est dépressif à souhait, etc. Et je regarde ce film, et sans spoiler, mais bon, à la fin, parce qu'il va aller de surprise en surprise. C'est son frère qui lui fait un cadeau. Voilà, il lui fait un cadeau et il lui dit tu vas jouer à un jeu, et un jeu grandeur nature, réel. The Game. Ouais. Et ce jeu va l'amener de surprise en surprise, et ça va en fait le réveiller, ça va le secouer. Et je me dis, en voyant ce film, je dis, mais en fait, la surprise, ça permet la catharsis, ça permet la renaissance. Et là me vient, et je finis avec ça, cette réplique de Diaghilev à Cocteau à l'époque. Les deux sont place de la Concorde. Cocteau n'est pas le Cocteau qu'on connaît encore, mais Cocteau est un jeune loup qui essaye d'alpaguer des célébrités de l'époque pour se faire son réseau et être connu. Et donc, il est au basque de Diaghilev, qui est cet impresario de ballet russe connu. Et ils sont à la place de la Concorde, et Diaghilev, pour un peu se débarrasser de Cocteau, lui dit « Jean, étonne-moi ». Donc en gros, regagne tes pénates et essaye de me surprendre. Et Cocteau écrira plus tard « De cette minute, je décidais de mourir et de revivre ». La surprise, ça permet la renaissance. Tout souffle s'essouffle. La surprise, c'est la pièce qu'on met dans la machine de notre cerveau pour repartir de l'avant, pour récupérer cet élan vital, cette motivation. Et là, d'un coup, je me suis dit, bon, allez, vas-y. Et la surprise, en plus, c'est une des émotions les moins étudiées. On a commencé à l'étudier sérieusement dans les laboratoires de neurosciences sociales, fin des années 80. Donc, je me suis dit, attends, là, il y a un sujet. On va raconter des histoires récréatives pour les gens. Et à partir de ces histoires-là, on va essayer de générer des conseils que je vais trianguler, que je vais vérifier avec l'apport des neurosciences sociales, de travaux en psychologie, etc. Ouais, et comme toujours, vous faites des enquêtes, vous interrogez les gens. C'est le principe. Ouais. Il y a une idée reçue, c'est que le cerveau aime la routine. Et que finalement, la surprise s'emmerde, le cerveau, il aime bien faire ce qu'il sait faire et très bien. Et tous les jours, il va le refaire parce qu'il économise de l'énergie. Et vous dites que non. Le cerveau n'est pas fait pour la routine. Alors le cerveau, il aime la routine quand c'est vraiment sur des choses très sécuritaires. Mais vraiment des trucs très, très, très... avoir un toit, etc. En revanche, le cerveau a besoin de nouvelles expériences. Et j'ai, dans le livre, fait appel à Pierre-Marie Liédot, qui est le directeur du département des neurosciences de l'Institut Pasteur, qui est le papa de la plasticité cérébrale neurogénèse, qui est une des plus grandes découvertes en neurosciences de ces dernières années, qui démontre que, à tout âge, on peut développer des choses dans son cerveau. Bref, pour faire court. Contrairement à ce qu'on pensait. Avant. Jusqu'à la fin, on crée des connexions. Voilà. Et notre cerveau, il a cette appétence, en fait. Il a besoin d'être nourri, sinon la machinerie cérébrale, elle s'enraye. Et le cerveau, c'est quand même le seul organe du corps dont la mission principale, c'est l'adaptation. Donc lui, il a besoin en fait d'être nourri. C'est comme un Mbappé, il a besoin d'être sur le terrain. Petit message à son coach pour être finalement performant. Il a besoin de ça, le cerveau humain. Et donc je trouve qu'on est dans une société où on ne nourrit pas assez notre cerveau. On veut tout anticiper, tout mettre sous algorithme, sous équation, etc. Alors que tout ça nous dessert en fait. Ça enraye la machine et quelque part ça fait perdre du temps de réactivité et on va dire de l'analyse fine au cerveau. Donc moi je milite pour réintroduire cette espèce en voie de disparition qui est la surprise, surtout que la surprise c'est bon pour la santé aussi. Ouais. C'est bon pour la santé psychique, physique. Il y a des études à Berkeley assez extraordinaires qui montrent que quand on ressent de l'émerveillement c'est de la surprise au cube. C'est une surprise plus. Quand on ressent régulièrement de l'émerveillement, c'est quand on est fortement impressionné par un événement. C'est l'effet waouh. L'effet waouh, et quand on va le chercher en plus cet effet waouh, eh bien des chercheurs à Berkeley ont montré que ça agissait directement sur la production
une molécule qui est produite par les lymphocytes, qui à la base est importante pour se défendre des agressions vis-à-vis de l'organisme, qu'on appelle les interleukines 6, IL6. Bien, si on a trop d'IL6, on en produit trop de manière chronique, eh bien ça c'est pas bon. Ça vient atteindre le système immunitaire, ça va faire qu'on va être plus vulnérable à des inflammations aiguës et chroniques, et avec même des risques de cancer derrière. Quand on intègre la surprise dans son quotidien, on rééquilibre le taux de sécrétion d'interleukines et on revient un petit peu à l'équilibre là-dessus, et on préserve en fait ces défenses immunitaires, et on est moins sujet à risque par rapport à ce que je vous disais précédemment. Donc ça c'est extraordinaire, et en plus on apprend plus vite. Alors, vous avez des études en laboratoire qui montrent que sous l'effet de la noradrénaline, qui est produite quand on ressent notamment une mauvaise surprise, et bien là, ça vient atteindre votre cerveau. Donc il y a des modifications de certains fonctionnements cérébraux, certaines zones qui vont être plus activées, d'autres qui vont être sous-activées. Ça va venir modifier votre comportement. Et les chercheurs concluent par ça, ils disent, en fait, ça accélère votre apprentissage et vous apprenez mieux et plus vite de la situation surprenante. Alors, on parle d'une émotion, la surprise ce matin avec mon invité qui publie Le pouvoir de la surprise, même mauvaise, chez Albin Michel, Christophe Hague est notre invité. On oppose souvent surprise à ennui. Alors, moi je prends toujours cette image, Batman combat le Joker, Superman combattait Lex Luthor. La surprise, elle a aussi son super vilain, et son super vilain, c'est l'ennui chronique et la routine. Parce que l'ennui occasionnel, c'est bon pour le cerveau. C'est de la bonne matière, ça permet au cerveau de vagabonder, d'avoir plus de lucidité de soi, ça a même un impact sur la santé. En revanche, quand ça s'invite de manière chronique dans le quotidien, là ça amène à expérimenter des troubles dépressifs, troubles alimentaires, perte de l'estime de soi, moins de satisfaction dans la vie, etc. Donc la surprise, elle combat ça. Et en plus, on sait que quand on est sous l'effet de la routine et de l'ennui chronique, on produit moins de nouveaux neurones. Alors que quand on invite la surprise dans notre vie, ça aide au développement cérébral. Donc on évolue. Quand Edgar Morin dit oui, ça nous oblige à évoluer la surprise, c'est vrai d'un point de vue neurologique, on se transforme, on renforce certains circuits neuronaux, on produit plus de nouveaux neurones, on devient quelqu'un qui va plus vers ses intentions, vers ses besoins, etc. Edgar Morin, vous vous attendiez à ce qu'il participe à ce livre-là ? Alors, on avait deux. Ou alors, on va pas spoiler, mais est-ce que vous attendiez ? À la base, oui, sauf que il y a eu des faits qui ont fait que un moment il pouvait pas pour des raisons de santé, et c'était déjà le cas pour les 2 précédents bouquins où on devait faire quelque chose, il devait témoigner. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, j'aime bien sa philosophie de vie, j'aime bien le personnage, et à chaque fois il y a eu des actes manqués. Et à un moment, je me suis dit abandonne l'idée. Et là à nouveau, c'est la surprise. J'ai mon amoureuse bretonne, Sarah, qui semble dire lui écrit une lettre ouverte, et cette lettre lui parvient. Et son assistante d'ailleurs dira plus tard, elle dira, en passant la lettre à Edgar Morin, elle dira, Edgar, voici, je te présente la lettre d'une amoureuse à son amoureux. Oui, parce que c'est pas du tout une lettre classique. Hein. Non, pas du tout. Non. Et donc là, elle explique, et je la publie dans le bouquin, je l'ai mis dedans, donc vos auditeurs pourront la découvrir. Et Edgar Morin est touché par cette lettre. Et là, il me recontacte, il dit, écoute Christophe, là, il faut qu'on arrête nos conneries, on va faire quelque chose ensemble. Et l'aventure reprend. Voilà, il remet une pièce dans la machine et ça fonctionne. Mais moi, j'ai été très touché par le fait qu'Edgar Morin, effectivement, devienne parrain du bouquin, s'implique là-dedans. Mais ce qui m'a encore plus touché, c'est cette lettre d'amour, qui est une vraie lettre d'amour, en l'occurrence, une preuve d'amour. Et qui m'a totalement surpris. Et c'est ce que je dis aussi dans le livre, on n'écrit pas assez finalement à son partenaire ou sa partenaire. Et en faisant ça, en tentant de la surprendre ou de le surprendre par vraiment quelque chose qui est couché sur le papier, ça crée un impact dans le cerveau. Et en plus, ce qui est intéressant, on est toujours sur le registre de la santé, ça fait baisser le taux de cholestérol si vous écrivez plusieurs fois des lettres affectives à quelqu'un que vous aimez. Que vous aimez, ouais. Et j'aborde d'ailleurs tous ces sujets de l'amour, du couple. Je fais appel dans le bouquin à John Gottman, qui est vraiment le grand ponte en recherche sur tout ce qui est dynamique de couple, et un professeur en psychiatrie à Harvard, le professeur Schwartz. Et je leur ai dit, mais en fait, la surprise, ça vaut quelque chose ou pas dans le couple ? Parce que j'avais fait un sondage avant, et j'avais 42% des Français qui me disaient
en fait, la surprise, ça aide absolument pas à entretenir la dynamique du couple. J'étais assez surpris par ça. Et après, je me dis, tiens, j'ai vu un autre chiffre qui est celui de 46%. Vous savez à quoi ça correspond, 46%? Ça correspond au taux de divorcialité. Donc je me dis, peut-être que de ne pas introduire la surprise dans le couple, bah oui, peut-être que ça vient contribuer au taux de divorcialité. Et ce que me dit John Gottman et aussi le professeur Schwartz, c'est que quand on introduit la surprise, ça ne garantit pas la longévité du couple. En revanche, ça garantit une chose, c'est que l'autre ne va pas chercher la surprise dans les bras de quelqu'un d'autre. Et en même temps, ça maintient à jour, finalement, notre connaissance de l'autre. Parce que vous savez, quand vous avez 2 bouches en haut, 4 yeux écarquillés, qui se font face sous l'effet de la surprise, parce que vous avez fait un zeste d'humour, parce que vous avez surpris l'autre en l'invitant à tel ou tel événement, parce que vous avez spontanément agi de telle ou telle sorte, et bien derrière, lorsque vous avez 2 personnes surprises comme ça, qui se font face, ça renvoie à quelque chose de primaire. Ça renvoie à une forme de nudité psychique. On se retrouve d'égal à égal, et là, vous rentrez en fréquence d'intimité avec votre partenaire, et là, l'autre va verbaliser ses nouvelles envies, ses nouvelles intentions. Donc vous n'êtes pas, d'un point de vue affectif, has-been vis-à-vis de l'autre, parce que voilà, vous l'avez rencontré à un instant T, peut-être il y a 10 ans, 15 ans, mais entre-temps, cette personne-là a évolué sur plein de choses. Et si on n'a pas cette mise à jour, on perd pied et les chemins peuvent se séparer comme ça très rapidement. Alors il y a même des surprisologues qui existent, mais on ne va pas expliquer en quoi ça consiste. On parlait de l'ennui. L'ennui peut gagner même la sphère professionnelle. Alors on parle beaucoup du burn-out, mais il y a aussi un autre phénomène qui est un peu moins étudié, mais qui depuis quelques années commence à avoir pignon sur rue, c'est le bore-out. Qu'est-ce que vous appelez le bore-out? C'est c'est un syndrome, c'est un ennui chronique quand on est plus challengé dans son métier, quand on ressent de l'ennui de manière continuelle et qu'on est rongé en fait par tous les inconvénients de l'ennui, troubles psychosomatiques, troubles alimentaires, troubles digestifs, troubles du sommeil, etc. Et qu'on est totalement englué dans une situation où finalement on perd pied, plus rien ne nous motive réellement. Et derrière, c'est un cercle infernal en fait. Il y a des gens qui plongent, c'est abyssal en fait. Oui, mais on peut s'ennuyer très vite dans son boulot d'ailleurs. Très vite, mais le problème c'est que quand ça dure... Quoi qu'on fasse, si c'est toujours la même chose qu'on fait, on finit par s'ennuyer. On finit par s'ennuyer, même si vous avez le job le plus passionnant du monde, si vous êtes président de la République à vie, est-ce que vous finissez pas par vous ennuyer à un moment donné? Il y a certains jobs quand même où on est amené à vivre d'autres choses, à aller... conquérir d'autres territoires, à s'intéresser à d'autres thématiques. Moi, c'est ce que je fais, par exemple, dans mon boulot. C'est-à-dire que les livres, à chaque fois, même s'il y a un fil conducteur, intelligence émotionnelle, etc., là, j'étudie une émotion particulière que je n'avais pas étudiée avant. Là, je suis en train d'écrire le prochain livre encore sur une autre thématique. Je m'étais intéressé à mais finalement, est-ce que c'est pas le fait de faire toujours la même chose qui fait qu'on s'ennuie? Alors, c'est en partie ça. Et le problème, c'est que quand ça devient, en plus, très ancré dans des process, c'est-à-dire qu'on se lève le matin, on va au boulot, on sait que là, on va avoir 15 étapes systématiquement à ticker, comme ça, là, on tique la case. À chaque fois, on doit passer. Vous faites ça sur une période plus ou moins longue, à un moment, ça vient vous affecter très, très fort. Mais comment on fait pour en sortir? Vous savez, il y a des gens, dès le lundi, quand vous leur demandez comment ça va, ils vous disent comme un lundi. Vivement vendredi. Donc, vous imaginez que la semaine peut être longue. Alors, il y a plusieurs options. Il y a un moment, tenter effectivement de modifier des choses. On peut aller voir aussi, si on n'est pas en force dans l'entreprise, peut-être aller voir sa hiérarchie, dire attends, j'ai besoin d'évoluer sur tel ou tel élément, parce que là, j'ai besoin de nouveaux challenges. Et vous pouvez avoir, ça existe aussi en entreprise, un manager réceptif à votre demande et qui va modifier des choses. Si vraiment toutes vos demandes sont classées sans suite, lettres mortes, etc., à un moment, il faut se poser la question de qu'est-ce que tu fais là? À un moment... je veux bien que les gens disent ok, il y a des traites, il y a des crédits à payer. Vous avez un CDI. Vous savez, le sacro-saint CDI. Ouais, mais vous avez un CDI professionnel, mais en l'occurrence, si vous êtes vraiment dans un univers où vous ennuyez fortement, bore-out, par contre, vous n'avez pas un CDI de santé là. Là, c'est un CDD de bonne santé. Parce que, en gros, très clairement, je comprends, on a tous des prêts, des traites, on a pour certains des enfants à nourrir, il y a plein de choses de la vie, la situation économique elle est compliquée et tout. Mais à un moment, rester juste pour ces raisons économiques, englué dans une situation long-termiste, où on ressent de l'ennui systématiquement, à un moment on met sa santé en danger.
Donc au final, vous n'aurez rien gagné si vous êtes burn-outé jusqu'à l'os, vous vous retrouvez en clinique, médicamenté, etc., avec une perte de phonation, une perte de poids, une asocialisation, une perte d'estime de soi, etc. On a beau dire que c'est réversible, à un moment c'est compliqué, c'est comme le burn-out. Donc pour éviter ça, à un moment, il faut aussi se prendre en main. Et il y a des choses, voilà, il y a d'autres opportunités. Il ne faut jamais oublier qu'on n'est jamais aussi prisonnier qu'on le croit. Et c'est pour ça que je suis allé voir, juste un petit mot là-dessus, un champion du monde de magie. Et je me suis intéressé un petit peu à la vie d'Harry Houdini, qui est le papa de l'escapologie. L'escapologie, alors, il y a un verbe d'ailleurs. Hein. Ouais, on est to Houdinize. Ouais. En anglais, ça veut dire s'échapper. Donc c'est l'art de s'échapper, de s'évader de certaines situations. Je voudrais qu'on parle avec les enfants parce qu'il y a beaucoup de parents qui nous écoutent. Vous, quelle est votre stratégie pour négocier avec des enfants en crise ? Et là, ça fait intervenir la surprise finalement. Eh bien là, il y a une thérapeute dans le livre qui m'explique que quand on est face à un enfant, par exemple, qui fait une scène, on est à la caisse, il se roule par terre, il pleure, etc. On sait que le calme-toi ne calme pas. Donc ça dit, oh mon chaton, calme-toi, calme-toi. L'enfant s'en fiche. En revanche, il va falloir un petit peu sortir de ce qu'on pense, nous, être le comportement logique. Et ce que propose cette thérapeute, qui est une thérapeute, elle travaille sur le couple, elle travaille sur la famille, la relation à l'enfant, elle dit, là, il faut casser le pattern. Le pattern, c'est quoi ? C'est un problème qui tourne en boucle, on produit toujours le même comportement, ça amène toujours les mêmes effets, bref. Et bien là, dans ce cas de figure, je reprends l'exemple de l'enfant de 4 ans, 5 ans qui se roule par terre, plutôt que de lui dire « calme-toi », à un moment, vous allez lui dire « ok, vas-y, expulse en fait toute la colère que tu as, c'est le moment, tu as besoin de faire ça ». Et ça, on l'a observé cliniquement, c'est-à-dire, c'est pas tout de suite, mais au bout de 20-30 secondes, le gamin, il réalise que la figure d'autorité vient de lui dire un truc un peu ouf, un truc pas du tout attendu. Ça, il est surpris par ça. Et d'un coup, il se redresse, il commence à méditer un peu, il se tient le menton. Globalement, ils ont cette posture-là. Il dit, mais pourquoi tu me dis ça, maman ou papa, bref, pourquoi tu me racontes ça ? Tu devrais pas, toi, figure d'autorité, me dire ça. Tu devrais dire de me calmer. Et le simple fait qu'il fasse une sorte de stop travaux affectifs, ça le fait sortir en fait de son émotionnalité et hop, on repart sur quelque chose de plus paisible. Donc là, on a fait un tour à 180. Là. Exactement. Et donc, on a ces ruptures de pattern. Voilà, alors, on casse le pattern. Mais ça marche une fois, mais est-ce que ça marche sur la durée ? Ça marche, plains-toi du moment où on le fait de manière sincère et pas sans être dans l'ironie. Oui, c'est ça. Ou dans le cynisme. Parce que si on est dans ce registre-là, l'enfant, il est pas bête et il capture ça. Ça marche aussi en couple. Il se trouve que cette thérapeute, Anne Gervaise, elle vit avec un ex-négociateur du GIGN. Donc déjà, le couple, il est assez extraordinaire. Avec un nom de bière. David Corona. Il dit, avant, il y avait la bière, après, il y a eu le virus. Bon, bref, il a dit, j'ai une malédiction et lui, il a des stratégies camouloxiennes. Voilà. Et juste, je vous raconte cette anecdote. Elle invite, ils ont invité des amis ce soir-là, et à un moment, il dit un truc qui la blesse. Et elle s'est dit, ok, elle ronge son frein. Elle dit, je vais pas tout de suite lui rentrer dans l'art, on va attendre un petit peu. Elle attend que tout le monde quitte l'hémicycle. Et elle se dit, là, je vais me le faire dans la cuisine. Et là, je vais l'invectiver et je vais lui expliquer 4 vérités. Et là, il lui dit, mais pourquoi t'as dit ça ? Ça m'a blessé, ça m'a mis en position de gênance, je me suis senti inférieur, j'étais mal dans mes baskets. Et là, David Corona, donc l'ex-négociateur du GIGN, a cette réplique hyper surprenante qui la désarçonne. Il dit, oui, tu as raison, j'étais con. Mais il le dit sincèrement. Et elle essaie de lui faire redire, qu'est-ce que tu racontes là ? Et t'as raison, j'étais con, je m'excuse. Et si vous voulez, en fait, un conflit, c'est quoi ? C'est quand vous roulez à toute puissance, à toute vitesse vers un mur. Sauf que si ce mur-là, vous l'enlevez, vous trébuchez. Et votre colère trébuche avec. Donc elle a dégonflé d'un coup. Elle avait rien pour résister, en fait. Elle avait rien pour résister. Et la stratégie camouloxienne, qui sort de l'esprit de David Corona, franchement, c'est un super ex-négociateur du GIGN qui est hyper pédagogue, etc. Lui disait, quand on veut un moment. Oui, quand on veut un moment. Quand on veut un moment, par exemple, face à un pervers narcissique qui vous embête, quelqu'un qui vous cherche la noise, le désarçonner, on va lui tenir un propos incohérent. On va lui dire des choses qui tiennent pas la route. Et là, le cerveau de l'autre, parce qu'il est surpris, il veut absolument comprendre. Il veut retrouver le fil de l'histoire, tout ça. Et ce que propose David Corona, c'est dire, au milieu de ce brouhaha d'incohérence, on place une phrase cohérente.
un truc qui tient la route. Et c'est vers là qu'on veut que le type aille. Alors lui, il avait affaire à des preneurs d'otages, des terroristes. Donc il plaçait cette phrase. D'un coup, le cerveau de l'autre fixe là-dessus, cristallise ça et va penser qu'à ça. Et donc on va l'amener comme ça, finalement, vers quelque chose de plus apaisé. Christophe Hague, vous écouterez des heures. La suite est dans votre livre, ça s'appelle Le pouvoir de la surprise, même mauvaise. Votre éditeur, c'est Albin Michel. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci Christophe d'avoir été avec nous. Merci Philippe, c'était un plaisir. Voilà, plaisir partagé. Très belle journée santé sur Beurre FM.